Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président nigérien Issoufou Mahamadou prend la tête du G5 Sahel à l'ouverture du sommet ce mardi 7 février. Le successeur du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a souligné l'urgence que cette force soit opérationnelle. La délivrance des passeports électroniques peine à s'installer dans la sous-région est-africaine. Sur les 6 pays que compte la communauté d'Afrique de l'Est, seuls le Kenya et la Tanzanie ont déjà adopté le document. Et puis en plus des attaques de Boko Haram, les violences intercommunautaires sont un nouveau fléau au Nigeria. Dans le nord du pays, les attaques entre bergers musulmans et agriculteurs chrétiens menacent l'installation des populations. Mais tout d'abord au Cameroun, le président Paul Biya vient de signer un décret qui convoque le corps électoral pour l'élection des sénateurs. Elles sont prévues le dimanche 25 mars 2018. Les conseillers municipaux membres du collège électoral sont informés que les bureaux de vote seront disposés dans les chefs-lieux de chaque département. Le conseil constitutionnel a également été créé et c'est Clément Atanga, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, qui a été nommé président de l'institution. Après les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel, lundi 5 février, c'est au tour des chefs d'État. Ces derniers sont réunis depuis ce mardi 7 février à Niamey, la capitale nigérienne. De nombreux partenaires de l'organisation participent également à ce nouveau sommet qui devrait notamment permettre de faire un point sur le financement de la force militaire conjointe. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar, commenté par Ibrahim Adjoumaba. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta passe le flambeau de la présidence du G5 Sahel à son homologue nigérien Issoufou Mahamadou. C'était à l'issue des travaux du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel tenu mardi 6 février à Niamey. Outre les présidents nigériens et maliens, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, le président tchadien Idriss Déby et le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré ont pris part à ce rendez-vous qui avait comme principal objectif de rendre pleinement opérationnelle la force conjointe du G5 Sahel. Je consoliderai les acquis obtenus et je poursuivrai la mise en œuvre des recommandations pertinentes de notre conférence. S'agissant de la sécurité, je m'emploierai avec détermination et engagement à intensifier les efforts pour rendre opérationnel l'ensemble des fuseaux de la force conjointe à travers notamment leur dotation en équipement. Pour ce faire, il est plus que jamais indispensable d'en mobiliser urgemment le financement complémentaire. Ce sommet de Niamey, qui a vu la présence de nombreux partenaires de l'organisation, devrait aussi permettre de faire un point sur le financement de cette force militaire. Sur un budget initial de 450 millions d'euros nécessaire à son fonctionnement, plus de 294 millions d'euros sont enregistrés sous forme d'annonces faites par des pays amis et autres partenaires. De nombreux espoirs restent fondés sur la conférence des partenaires le 23 février 2018 à Bruxelles, en Belgique. C'est l'une des priorités de Maman Sambo Sidikou, qui remplace aussi Najim El Mohamed au secrétariat permanent de l'organisation. Je dois aussi rendre hommage à mon frère Najim qui a posé, pour ainsi dire, les fondations que je dois contribuer maintenant à consolider. Notre responsabilité est de mériter aussi de nos populations sur le plan de leur sécurité et de leur développement. Les chefs d'État se félicitent de la forte mobilisation de la communauté internationale en faveur de la force conjointe du G5 Sahel, qui s'est traduite notamment par l'endossement du concept stratégique d'opération par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en sa 670e session du 13 avril 2017, l'adoption des résolutions 2359 du 21 juin 2017 et 2391 du 8 décembre 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les contributions au financement de la dite force. Créé en février 2014, le G5 Sahel est né de l'ambition des dirigeants de la Mauritanie, du Mali, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger de garantir des conditions de paix, de sécurité et de développement durable dans l'espace sahélo-saharien. Vers une recomposition équitable de la commission électorale indépendante ivoirienne, c'est du moins ce que réclame l'opposition. En effet, 15 partis ont adopté une stratégie commune pour exiger la réforme de la CEI. L'instance a régulièrement été taxée de partisane, ce qui a plongé souvent le pays dans des crises depuis 2000. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton.
Une frange de l'opposition ivoirienne parle désormais d'une seule voix pour exiger une profonde réforme de la commission électorale indépendante pour les élections locales de 2018. 15 partis de cette opposition, dont le Front populaire ivoirien et le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, ont même adopté dans ce sens une stratégie commune, laquelle consiste à mobiliser les militants à adhérer à cette cause et à exhorter la société civile à continuer le même combat. L'opposition ivoirienne, soutenant les propositions de la société civile et se fondant sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 1. Demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre en place la nouvelle commission électorale indépendante et le nouveau code électoral dans les meilleurs délais. Les municipales, les régionales et les sénatoriales doivent se tenir courant 2018 dans le pays. La Côte d'Ivoire a souvent connu des crises post-électorales et ce regroupement de 15 partis politiques d'opposition soutient que dans sa composition actuelle, la CEI, Commission électorale indépendante, n'est pas apte pour organiser des élections transparentes et crédibles. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été au centre de plusieurs controverses. Et tous les efforts et innovations entrepris pour améliorer le cadre juridique et institutionnel de celles-ci n'ont pas permis jusqu'à ce jour de créer la confiance entre les différents acteurs. Notons que l'actuelle commission électorale indépendante est composée de 17 membres, dont 5 représentants de l'administration publique ivoirienne. C'est la présence de ces derniers qui est la pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Une opposition qui réclame désormais une CEI composée uniquement des représentants du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. En mars 2016, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est décident de l'instauration du passeport biométrique. 2 ans plus tard, seuls le Kenya et la Tanzanie l'ont déjà adopté. Quant à l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, ils sont toujours dans le processus de mise en place de ce document qui devrait améliorer la circulation des personnes dans l'espace communautaire. Élément de réponse avec Claude Ebessa. L'Ouganda, le Kenya et le Burundi ont signalé des évolutions liées à la disponibilité du passeport régional. En effet, le Rwanda est actuellement en phase d'acquisition des systèmes et des livrets pour le dit passeport. De son côté, le Burundi s'apprête à déployer le document unique, tandis que l'Ouganda est encore à l'étape du financement pour la production des livrets de passeports électroniques. Un document qui, selon les experts, pourrait apporter plusieurs avantages aux pays de la sous-région Afrique de l'Est. L'arrivée du passeport régional électronique rentre en réalité dans un processus de numérisation du système économique, éducatif et sanitaire en Afrique de l'Est. En matière de libre circulation des personnes, le passeport biométrique a cet avantage qui permet juste à tous ces citoyens de circuler dans un même espace communautaire, puisque c'est un passeport régional. Le passeport biométrique est conforme aux lignes directrices établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Il facilitera le dédouanement rapide des citoyens dans les bureaux d'immigration. Un système automatisé de vérification d'empreintes digitales dans une base de données permettra de se prémunir contre les multiples émissions de passeports à la même personne et de détecter les imposteurs. En matière de sécurité, la technologie de conception limite la contrefaçon. La technologie de contrôle permet également de stopper tous ces contrevenants à la technologie initiale. Voilà comment ce passeport permet de stopper l'avancée de la criminalité et de l'insécurité. Le lancement du passeport unique dans la sous-région facilitera la libre circulation des personnes et des travailleurs en vue d'une amélioration de l'intégration économique et de l'harmonisation de la communauté. La montée des violences communautaires provoque le déplacement de nombreuses personnes au Nigeria. Après les attaques de Boko Haram et la sécheresse, les attaques entre bergers pelés musulmans et chrétiens est un autre fléau social qui menace l'installation des populations dans leur zone d'habitation. Précision dans ce sujet préparé et commenté par Aïssatou Diamanka-Besland. Au Nigeria, les troubles sociaux ont provoqué le déplacement de plusieurs personnes. Le camp de Sainte-Thérèse, au nord du pays, dans l'état d'Adamawa, accueille les déplacés tous les jours. Marie-Danielle, âgée de 40 ans, est arrivée dans le camp le mois de juillet 2017. Avec ses 7 enfants, son village a été attaqué 2 fois par des bergers.
Je m'étais réveillée tôt ce matin-là pour faire à manger à mes enfants avant la messe, puis j'ai entendu des gens crier dehors. J'ai commencé à me demander ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait aucun bruit de coup de feu. J'ai alors dit à ma fille de s'enfuir avec les plus petits vers la rivière. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai verrouillé mes portes. Quand je suis rentrée au village, tout le monde avait fui, sauf mon bébé et moi. Je suis alors allée à la rivière avec mon bébé au dos. Heureusement, j'ai pu nager. Je n'ai pas revu mon mari depuis. Les populations fuient non seulement à cause de l'avancée du désert dans le nord, le changement climatique qui épuise et assèche les terres fertiles, mais également les opérations meurtrières du secte radical Boko Haram. Aujourd'hui, ce sont les attaques des bergers qui menacent la population et la stabilité dans cette partie du nord du Nigeria. Dans ce conflit entre agriculteurs et bergers, nous avons coordonné plusieurs activités de prise de conscience pour pouvoir agir lorsqu'un problème survient. La gestion des crises est importante pour venir à bout de ce problème. Nous n'attendons pas qu'une catastrophe arrive pour réagir. Nous travaillons en amont pour éviter le désastre. Les bergers sont majoritairement musulmans et les agriculteurs sédentaires sont principalement chrétiens. Mais le Nigeria forme un ensemble de 250 groupes ethniques qui cohabitent pacifiquement. La plupart de ceux qui sont ici sont vraiment très pauvres. Ils n'ont aucune relation, ils ne connaissent personne qui travaille au gouvernement et ils n'ont pas d'autre résidence à part leur maison dans leur village. Ce sont les plus vulnérables et nous avons décidé de leur porter secours afin qu'ils puissent vivre ici avec l'espoir que dès que la paix sera rétablie dans leur village, ils puissent rentrer chez eux. Durant la première semaine de janvier 2018, 73 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires entre les bergers semi-nomades et les agriculteurs dans l'état de Benue, l'un des plus touchés par les affrontements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.